chez nous, la justice d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État qui l'a qualifié de malade. Alors, vous voulez donner à un malade qui se promène avec une machette, vous lui confiez un enfant. Quel sera le sort de cet enfant? Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo connaît une escalade dans sa gestion de communication, surtout sur les questions liées à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après le retrait de l'accréditation du média Al Jazeera pour une interview controversée avec Bertrand Bisimwa, leader du M23, le gouvernement de Kinshasa a mis en garde le média international. Ici, je cite la RFI, la France 24, TV5 Monde. Et désormais, les autorités annoncent des mesures drastiques contre toute entité qui essaiera un tout petit peu de relayer des informations jugées favorables à l'armée rwandaise et à ses alliés, le M23. Le ministre de la Justice, d'ailleurs, a promis une peine de mort à l'encontre des activistes des droits humains, le membres de la société civile et les journalistes qui vont essayer un peu de parler de ces avancées ou ce que fait le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler aujourd'hui avec cette question de peine de mort d'ailleurs qui pèse sur à la fois des détenus, des activistes des droits humains qui essaient de dénoncer ce qui se passe au pays. Et nous allons recevoir dans cette émission Monsieur Vikar Batundi Hangi. Je vais dire docteur Vikar Batundi, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour mon frère, ça fait un plaisir de participer à votre émission parce que ça fait un bout de temps que je n'y participe pas. C'est vraiment un honneur pour moi. D'ailleurs, vous venez des États-Unis parce qu'il faut également justifier cette absence pour une thèse sur les questions de développement, à moins que je m'abuse. Oui, project management. Pendant une minute, parlons de ça. Oui, en fait, j'ai défendu ma thèse. Les sujets que j'ai développés, c'était l'impact des projets d'urgence et de développement dans la province du Nord Kivu de 1993 jusqu'en 2023. Donc, j'ai pris une période de 3 décennies pour me permettre de faire une analyse approfondie et une analyse descriptive. Et cela a été motivé par le fait que pendant autant d'années, j'ai déniché plus de 9000 projets implémentés au Nord Kivu. Mais lorsqu'on essaie de faire la comparaison avec les conditions de vie de la population, il n'y a pas match. Alors, c'est ce qui m'a motivé. Les résultats, je peux vous les partager. On aura peut-être une occasion de parler de toutes ces questions. Mais la question qui nous intéresse, c'est par rapport à cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. On voit déjà des communications qui vont dans tous les sens. D'abord, un média aujourd'hui fermé. Le ministre de la Justice qui, en tout cas, dit il y aura une peine de mort, même pour les activistes de la société civile, les activistes des droits humains, et même les journalistes qui vont essayer de parler en faveur du M23. Oui, pour moi, j'estime que les dirigeants, ils doivent prendre les choses au sérieux. J'ai comme l'impression que nos autorités semblent exceller dans des discours, mais quand on fait la comparaison avec ce qui se passe sur le terrain, en tout cas, il y a de quoi déplorer les résultats. Lorsque on s'attaque aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, aux médias internationaux, en quelque sorte, c'est une façon de vouloir museler la population. Parce que quelqu'un qui souffre, ou quelqu'un qui est en deuil, on ne peut pas les regarder sur les lèvres. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit ça dans ma communauté. Il faut plutôt regarder l'intérieur, dans son cœur. Quelle est la douleur de cette personne-là et apporter la thérapie appropriée à cette douleur. Mais lorsque ça devient... c'est pas moi, une campagne de sortie, une sortie médiatique veneuse, ça risque de compliquer la situation. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple congolais, toute la population congolaise est derrière les forces armées de la République. Ça, c'est connu de tous.
Et d'ailleurs, au niveau de la société civile, nous avons eu à organiser des grandes manifestations pacifiques pour soutenir nos FARDC, pour dire non à l'agression. Et si aujourd'hui, on peut être au courant de tout ce qui se passe, de tous les crimes commis, de toutes les violations commises à gauche et à droite, c'est à cause de la présence des journalistes, des organisations de défense des droits de l'homme, parce que les autorités, ils sont à Kinshasa, ils ne sont pas dans tous les villages. Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient recevoir les informations sur les massacres, les crimes commis dans les zones opérationnelles, état dans des bureaux climatisés à Kinshasa? Donc, c'est grâce à la population, grâce aux fervents défenseurs des droits de l'homme, qu'ils ont cette information. Et lorsqu'on a la vraie information, ça donne la possibilité aussi de prendre la bonne décision. Au lieu de prendre une décision basée sur des rumeurs, sur des informations ramassées à gauche et à droite, c'est comme c'est le cas par exemple, nous avons eu à déplorer par exemple la communication dans certains dossiers. Prenons le cas lorsqu'il y avait bombardement dans le cas de Mugunga. Dans moins de 10 minutes, il y avait déjà plus de 5 communiqués, je ne vais pas citer les initiateurs, et 5 communiqués. Dans chaque communiqué, il y avait des statistiques contradictoires. Et ça fait la honte. Mais ce qu'il faut faire présentement là, c'est de se rassurer que les autorités ont le contrôle sur la communication. D'abord, combattre les fake news, donc les fausses informations. C'est là en donnant une bonne information. Voilà. Barrer la route aux fake news et aux rumeurs. Parce que là où il n'y a pas la vraie information, c'est la rumeur qui prime. Et la population a besoin de la vraie information. Et c'est l'un des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Et donc, il ne faut pas chercher à s'attaquer aux conséquences. Parce qu'en voulant appliquer la peine de mort, j'y arrive. La peine de mort, c'est attaquer la conséquence d'un problème. Si son compte Twitter, le ministre de la Justice l'a promis quand même. Oui, j'ai lu ça sur son Twitter. D'ailleurs, je crois avoir commenté, je ne sais pas, je vais vérifier. Alors, en parlant de la peine de mort, si vous le permettez, comme j'étais en train de le dire tantôt, la peine de mort crée plus la terreur et empêche la solution au vrai problème. Parce que si vous voulez apporter une solution à un problème, il faut considérer ça comme un arbre. Sur un arbre, il y a les troncs qui représentent le problème, il y a les racines que nous pouvons considérer comme les causes profondes du problème, et puis il y a les feuilles et les fruits que nous considérons comme les conséquences des problèmes. Alors, la peine de mort vient corriger les conséquences. Et quand vous corrigez les conséquences, vous laissez les problèmes prendre du temps parce que les causes n'ont pas été touchées. Moi, si j'étais cette autorité-là, qu'est-ce que j'allais faire? D'abord, nous avons un ministère de la recherche scientifique. Ce ministère-là, il devait être considéré comme un ministère transversal. C'est-à-dire dans tous les domaines, dans chaque ministère, avant de prendre une décision, il y a une étude de base, une étude de faisabilité. Parce que c'est cette étude de faisabilité qui va vous permettre d'analyser profondément les problèmes. Et quand vous faites une analyse approfondie des problèmes, vous allez aussi proposer une thérapie efficace. C'est comme quelqu'un qui peut avoir une plaie. Et puis vous venez avec vos pansements, vous pensez la plaie, ça la débrider et vous laissez l'épi à l'intérieur. Donc là, on risque un jour, vous allez arriver à l'étape où il faut amputer la jambe parce que le traitement n'était pas approprié. Et donc, nos dirigeants devaient vraiment, surtout pendant cette période, prendre des précautions. Prenons le cas de Koulouna. Nos autorités n'ont pas eu l'état de faire l'analyse sur comment est-ce qu'un jeune devient Koulouna? Ça commence où? Est-ce qu'il n'a pas trouvé à manger? C'est comme le cas à Kinshasa aujourd'hui. Vous savez qu'à Kinshasa, sur le plan alimentaire,
si on fermait toutes les frontières, les gens peuvent mourir de faim. Parce que l'aliment, oui, tout vient de l'extérieur. Et ce que nous produisons, c'est la boisson. Et la boisson a pour conséquence détruire la jeunesse. Alors, après avoir détruit cette jeunesse, nous voulons maintenant appliquer la peine de mort contre cette même jeunesse. Une jeunesse abandonnée, sans emploi. Quelqu'un termine les études, jusqu'à peut-être avec le système LMD obtenir son doctorat, son master. Mais il a passé 5 ans à l'université. Il passe encore 5 ans d'université dans l'université de chômage. Ça pose de sérieux problèmes. Cette personne-là, sur le plan psychologique, il va développer des attitudes malsaines et peut-être il va commencer à passer nuit dans la rue. Il va commencer à consommer abusivement la boisson fortement alcoolisée qui va le déprimer. Et lorsqu'il est déprimé, il devient bandit. Alors, là, le gouvernement devait tenir compte de l'origine du problème, les racines. Aujourd'hui, au Nord Kivu, nous avons 137 000 enfants déplacés qui ne peuvent pas aller à l'école. Parmi ces enfants, il y a ceux qui ont déjà dépassé largement l'âge scolaire. 137 000. 137 000. Alors, demain, ces enfants... 5 ans après. Bon, j'ai parlé de demain, ça peut être d'après 2 à 3 ans, 10 ans. Ces enfants, s'ils ne sont pas pris en charge, il ne faut pas encadrer, ils passent toute leur enfance dans cette situation, ils deviendront qui? Ils deviendront Kuluna. Et quand ils deviennent Kuluna, ils sont aussi éligibles à la peine de mort. Pourtant, on n'a pas voulu s'occuper d'eux pendant qu'il fallait les aider à grandir, à croître dans de bonnes conditions, avec une bonne éducation. À ce niveau, vu les conditions des Congolais, on peut dire que si on s'est lié à la peine de mort, le cycle sera interminable? Non, la peine de mort ne va rien résoudre. Au contraire, ça risque même de créer d'autres bandits. Parce que ça va créer une frustration au sein de la société congolaise. Imaginez-vous, si aujourd'hui on exécute 10 000 personnes, bon, prenons seulement 100 personnes, 100 jeunes, ça fait 100 familles affectées. Et il faut savoir qu'en Afrique, nous avons des familles élargies. Une famille peut être constituée de 1000 personnes. Si nous prenons la famille élargie, ne prenons pas seulement la famille restreinte. Quand ils sont en train de pleurer leur fils, leur fille exécutés, seulement parce qu'il n'a pas été bien pris en charge pendant son enfance jusqu'à devenir délinquant, ça ne va pas résoudre le problème. Ça va créer au contraire d'autres problèmes. C'est vrai que ça peut créer, ouvrir l'espace de la terreur pendant un temps, mais lorsque les gens vont prendre conscience du danger, ils vont s'attaquer aux mêmes dirigeants et les pires risquent de venir. Vous avez fait un appel urgent aux décideurs. On va finir cette émission par là. Je vais dire FDAPID. Mais parmi le point qui m'intéresse, parce que vous avez donné 10 raisons pour FDAPID de soutenir l'abolition de la peine de mort, surtout en République démocratique du Congo, c'est le 8e et 9e point où vous dites qu'un État où la dénonciation peut à tout moment être considérée comme une trahison, l'une des infractions dont l'auteur est condamné à la peine de mort. Pourquoi justifier ça? Oui, vous savez que chez nous, la justice d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État qui l'a qualifié de malade. Alors, vous voulez donner à un malade qui se promène avec une machette, vous lui confiez un enfant. Quel sera le sort de cet enfant? L'enfant est mort. Il faut couper la tête de l'enfant et l'enfant est mort. Et donc, il faut d'abord, c'est pourquoi j'ai parlé de la réforme dans tous les secteurs. Il faut d'abord une réforme de la justice. Lorsqu'on se rassure que nous avons une justice assise, solide, crédible, c'est maintenant qu'on peut maintenant appliquer ce genre d'histoire. Et aujourd'hui, il faut savoir que, parce que quand on fait l'analyse du problème, il y a plusieurs aspects. Et ici, je me limite seulement à l'aspect légal. Sur le plan légal, il n'y a aucune disposition qui soutient la peine de mort en RDC. Prenons d'abord l'article 215 de notre Constitution, qui donne la suprématie aux accords et traités internationaux. Tant que nous sommes encore membres des Nations Unies, parce que nous avons adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
qui prévoit à son article 3 les droits à la vie. La sacralité. À part ça, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À son article 4, ça prévoit les mêmes droits. Si nous descendons au niveau du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à son article 16, le droit à la vie est garanti. Si nous rentrons maintenant au pays, dans notre pays, la Constitution, à son article 16 et 61, la Constitution insiste sur la sacralité de la vie humaine. Alors, quelle est la base légale? Quelle est la base juridique? Une dernière question. Si vous étiez en face du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et devant le ministre de la Justice, quel conseil vous donnerez? Oui. Là, à ce niveau, je crois que j'allais seulement rappeler au ministre de la Communication que la RDC vient de passer à son 4e cycle de l'examen périodique universel, dont lui-même faisait partie de la délégation gouvernementale à Genève le 5 novembre 2024. Et parmi les recommandations, parce qu'il y a les États membres des Nations Unies ont formulé 285 recommandations à la RDC. Parmi ces recommandations, il y a celles en rapport avec la réforme de la justice, en rapport avec l'abolition de la peine de mort. Il a défendu la RDC et là, nous saluons sa bravoure aux côtés du ministre des Droits humains parce qu'il a joué vraiment un rôle très important. Et donc, moi, si je suis devant lui, je lui rappellerai seulement ces mécanismes-là parce qu'ils ont l'obligation des résultats. Et bientôt, d'ici février-mars, ils seront encore à Genève pour présenter les recommandations acceptées par la RDC. Et donc, après l'acceptation des résultats, le rapport final sera publié. Et après la publication, le gouvernement doit mettre en œuvre les 200 et quelques recommandations qu'il va accepter. Donc, on ne peut pas prendre des engagements et les violer au même moment. Docteur Vekar Batondi, merci beaucoup. Je vous en prie. Messieurs, dames, fin de cette émission de cryptage sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi.